Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre ce soir, ce matin, ce midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ces programmes, que ce soit sur YouTube ou à la télévision partenaire, Amani Télévision. Nous sommes comblés de savoir que vous êtes là et vous nous suivez. Aujourd'hui, je reçois dans cette émission une personne bien avec qui nous allons parler d'un sujet aussi très important. Nous sommes en vie mine, nous parlons de l'environnement et des mines dans notre espace qui est la République démocratique du Congo. Les cuivres, les cobaltes, les zinc, les lithium, l'étain, tout ce qui est mine, l'or, le diamant qu'on retrouve en République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission et vous aurez l'habitude de suivre de temps en temps. Alors aujourd'hui, on parle de l'avenir de la ville d'Ekolozi. Que reste-t-il à la cité Gécamine et quel est l'avenir de la ville d'Ekolozi, le centre-ville, et surtout de l'hôpital HPK dans les jours à venir au regard de l'exploitation minière très rapide de la société Comus qui est en train d'exploiter ici chez nous. Alors, pour parler de cette question, je reçois un journaliste d'enquête qui est très souvent sur le terrain pour parler des questions environnementales et des questions minières. Il s'agit de Kasongo Chipeng Emmanuel, que vous connaissez sous les sobriquets ou sous les petits noms des Casco. Casco, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Reporter sans frontières, ça se porte bien là chez vous? Oui, ça va très bien. Tout le temps sur le terrain et tout le temps en train de voir la misère du peuple congolais. Effectivement, nous sommes là pour constater les larmes de l'autochtone, comme on le dit souvent. Voilà. Alors, les larmes de l'autochtone, aujourd'hui, avant de parler de la situation qui prévaut dans la ville d'Ekolozi, le centre-ville d'Ekolozi, mais aussi la cité Gécamine qui est perdue. On ne sait plus voir la cité Gécamine aujourd'hui. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on place un mot sur la situation aujourd'hui de notre pays, la situation critique dans la partie orientale, à l'est de notre pays. Et aussi, vous avez suivi les concerts des musiciens congolais à Paris. C'était cette nuit. Oui, effectivement, il y a eu un concert de solidarité pour nos frères de la partie orientale du pays, notamment les Nord et les Sud Kivu, qui sont en proie à l'agression nous imposée par nos voisins de l'Est, notamment le Rwanda et les autres pays complices. Et j'ai salué cette initiative parce que nous voulons la solidarité pour que nous arrivons à vaincre cet ennemi qui nous impose cette injustice. Et c'est avec ces genres d'activités qu'on peut voir la cohésion nationale. J'ai vu c'est comment encore, j'oublie le nom, une dame de Goma qui a pleuré, qui a chanté. Alors on sent qu'elle vit là et elle vient de là et puis s'accommunier avec tout le monde. Nous avons vu Sidiki Diabaté qui d'ailleurs, avant de commencer son show, il a entonné avec son instrument là, comment ça s'appelle encore, il a entonné l'hymne national congolaise. Je crois les djembé ou les... Voilà. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Là, c'était une parenthèse. La question aujourd'hui, c'est que, en tant que journaliste, reporter, journaliste d'enquête, au jour d'aujourd'hui, que reste-t-il de la ville d'Ekolozi? La ville d'antan qu'on connaissait au regard de celle qui est en train de naître aujourd'hui. C'est les jours et la nuit. Mais avant de parler de ce qui reste, brièvement, je préfère parler d'abord de ce qui a été. Depuis 1937, avec la colonie belge, alors que nous étions
au Congo belge, naissait une cité qu'on appelait urbano-rurale, qui a commencé avec l'appellation Roué, puisqu'on a trouvé les gisements des Roué, qui est actuel Mutoshi. Et comme on devait concentrer toutes les exploitations de l'Ouest, et à Kolwezi, actuelle Kolwezi, c'est ainsi que la ville a été créée par l'Union minière du Haut-Katanga. Et curieusement, cette ville a commencé avec la cité Jekamine, Kolwezi, qui a été créée en 1937, suivie de la cité de Moussonoy en 1945. Moussonoy qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, presque plus, parce que entouré de part et d'autre par l'entreprise Comus, il y a de l'autre côté Sicomine et de l'autre côté KCC. Quand vous allez là-bas, ce sont des fissures, les gens se préparent même à être déguerpis. Moi, je n'aime pas parler de délocaliser. Déguerpis parce que les procédures ne sont pas respectées. Puisque peut-être plus tard, on parlera de cet aspect-là qu'on évoque: délocalisation, relocalisation et indemnisation. Alors plus vite, si vous pouvez être un peu plus loquace, c'est parce que nous n'avons que peu de minutes. Vous parliez tantôt de l'historique de la ville de Kolwezi. Effectivement. Par rapport à cet historique, quand on crée la ville et la cité de Jekamine Moussonoy, et puis il y aura la cité ICK actuellement, à l'époque UZK, usine des zinc de Kolwezi, suivi de la cité Louilou. Et après, les colonisateurs ne s'est pas arrêté là. Il a créé le centre extra-coutumier, qui est la cité Manika, pour les populations autochtones qui n'étaient pas des lignes minières. Et c'était ça pratiquement, et sans oublier aussi les quartiers industriels qu'on appelle communément quartier Mutoshi, qui sera créé pour les cadres. Les cadres, effectivement, et c'était essentiellement comme dans d'autres cités ségrégatives de l'Afrique à l'époque, où on va créer, c'était pour le blanc pratiquement, qui étaient là, les cadres blancs. Et c'était ça qui constituait Kolwezi à l'époque. Et nous allons voir avec les temps, Kolwezi qui va connaître progressivement la création d'autres quartiers, notamment les quartiers Kamanyola, les quartiers Kasulo, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on nous parle de jolis sites, il y a RVA, donc ce sont il y a Moussompo. D'ailleurs, juridiquement, il n'y a pas un document qui reconnaisse ces entités-là comme des quartiers. Mais voilà. Kolwezi est en train de s'agrandir, mais malheureusement, en même temps que Kolwezi s'agrandit, nous sommes en train de perdre un patrimoine, nous sommes en train d'effacer toute une histoire. Oui, quand vous allez du côté, là où moi j'étais encore jeune, on allait se baigner là-bas, lac Bob. C'est où les lacs Bob déjà? Je sais que plusieurs personnes ne connaissent pas les lacs Bob. Mais ça n'existe plus. Parce que même... ça n'existe plus. Je devais normalement apporter des photos parce que j'ai immortalisé là des photos, il y avait des eucalyptus là-bas, vous retrouviez... Mais est-ce que vous pouvez situer les lacs Bob aujourd'hui? Les lacs Bob, c'est entre les quartiers Kanina et les quartiers Biachara, derrière le centre-ville, là où il y a actuellement les remblais des Comus. Ah, ok. Il y avait un lac là-bas. Non loin du lac Kabongo. Oui, c'était la route là, le boulevard Joseph Kabila, qui séparait le lac Kabongo et les lacs Bob. Mais aujourd'hui, il y a tout un remblai là de l'entreprise Comus. Et donc, les enfants qui sont nés après 2014, ils ne sauront pas vous dire qu'il y avait un lac là-bas, une nature là. Non, mais si déjà ceux qui sont nés en 2000 ne connaissent pas les lacs Bob, que dire de ceux qui sont nés après 2014? Oui, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est de 2000. Ils n'avaient que 14 ans. 14 ans quand ils doivent maintenant aller se baigner et puis fuir un peu la maison des parents. Effectivement. Voilà.
pour apprendre d'autres choses. Alors aujourd'hui, on constate que l'exploitation minière est en train de détruire toute la ville de Kolwezi. On se pose même des questions sur l'avenir de notre cathédrale. C'est déjà que la cathédrale je ne sais pas comment on appelle ça, mais on peut appeler ça aussi cathédrale de méthodistes, a déjà été démolie. C'est déplorable, effectivement, parce que je voudrais évoquer quelque chose. Quand on parle de développement durable, il y a 3 choses qui entrent en jeu. C'est premièrement l'adéquation entre l'économique, l'écologique et les social. Donc, autrement dit, on ne peut pas chercher seulement à faire de gains sur le plan économique en oubliant qu'il faut préserver la nature. C'est la dimension écologique. Même la dimension écologique, il faut tenir compte aussi de la survie des populations. Vous voyez ces triangles-là qu'il faut respecter. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous recherchons les développements pour les développements sans tenir compte des autres aspects, notamment l'aspect social et l'aspect écologique. C'est l'exemple des bobs que j'ai donné. C'était touristique, il y avait la nature, ainsi de suite. Il y a des arbres là qui protégeaient contre les intempéries et autres. Mais aujourd'hui, qui sont presque asséchés, on ne retrouve plus rien. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit c'est déplorable quand nous assistons à des choses comme ça. Il y a le programme là des joint ventures qui est intervenu en 2008 concrètement, mais ça a commencé depuis 2001-2002, où il y avait des multinationales qui sont venues signer des contrats avec la GECAMIN pour exploiter pratiquement ces ressources minières, les gisements de la GECAMIN, parce que c'était la Générale des carrières et des mines. C'est la GECAMIN qui avait le monopole de mines. Mais avec cette joint venture où on a vu la GECAMIN être presque marginalisée, puisque les gens qui ont fait l'économie, même le droit, ils vous diront que dans une société, dans un contrat, c'est l'actionnaire majoritaire qui a la décision. Mais quand vous venez, vous avez des entreprises où la GECAMIN n'a que 2%. Vous pensez que la GECAMIN peut avoir son mot à dire? C'est compliqué. C'est ainsi que, aussi quelque part, nous devons pointer du doigt la faiblesse de notre gouvernement. La faiblesse de notre gouvernement. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis... Effectivement, ça a commencé avec l'ancien régime, les régimes passés. Donc ça doit commencer, si vous parlez des joint ventures en 2001, c'est peu après le départ des musées, Laurent Despé. On vous dira que déjà quand Musée avançait, il y a à Lubumbashi déjà, quand Lubumbashi tombe, il y a eu des multinationales qui sont venues, pendant qu'il était en guerre, qui sont venues signer des contrats au niveau de Lubumbashi avec Musée. 1997 ? Oui. Déjà à Lubumbashi, ils ont signé des contrats. Vous voyez, c'est pourquoi moi j'ai dit, quand vous devez signer des contrats en position de faiblesse, si souvent, ce sont des contrats léonins que nous déplorons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous parlez de ces contrats, il faut se rappeler que la République démocratique du Congo est dans un deal gagnant-gagnant avec les États-Unis d'Amérique. Gagnant-gagnant, on ne cesse de le dire comme ça. Avec les Chinois à l'époque, on nous a parlé aussi des gagnants-gagnants. Mais qu'avons-nous gagné? Mais sur ces points, les Chinois vous disent que ce n'est pas de leur faute parce que depuis 2008, 2009, les Chinois disent qu'ils font leur part. Ils donnent ce qu'ils ont à donner, mais ce sont les différents gouvernements qui se succèdent jusqu'au gouvernement. Espérons que le gouvernement souminois n'est pas dans ça, mais les Chinois vous disent que depuis tous ces temps, tous les gouvernements qui se sont succédés, si eux utilisent mal l'argent qui est dû à la RDC, ce n'est pas de leur faute. Rappelons-le, il n'y a pas longtemps, l'inspection générale des finances, donc à la suite de l'IGF, les gouvernements congolais ont entrepris des pourparlers pour la révisitation des contrats
Et nous avons vu des délégations aller jusqu'en Chine où on a dit les Congo venaient d'arracher un contrat gagnant-gagnant. On doit revoir. Depuis que cela s'est fait, parce qu'on a médiatisé cela à corps et à cri, qu'est-ce que nous ressentons sur terre? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Aujourd'hui encore, c'est l'histoire qui se répète. Pendant que nous sommes agressés, pendant que nous sommes en guerre, nous voyons nos gouvernants, malheureusement, en train de chercher un deal avec les États-Unis, comme vous l'avez dit. Mais quand vous suivez... Un deal gagnant-gagnant que d'autres appellent minerai contre sécurité, et puis voilà. Oui, effectivement. Il y a deux narratifs différents. Quand vous suivez ces deals-là, entre guillemets, du point de vue de notre gouvernement et du point de vue du gouvernement américain, vous sentez que c'est deux choses différentes. Pour les Américains, il faut à tout prix stopper les monopoles chinois, parce que la Chine aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a comme terres rares et minerais critiques, et nous en RDC on parle de minerais stratégiques, la Chine détient pratiquement 90%. Et pour les États-Unis, c'est un danger qu'un seul pays puisse détenir presque un monopole comme ça. Mais nous, parce que nous voulons peut-être nous sécuriser, peut-être protéger nos intérêts par rapport à un régime, nous voulons nous dire que les États-Unis viendront apporter une solution. Pourtant, il n'y a pas longtemps, on disait, mais derrière notre agresseur, ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique, ainsi de suite. Mais je ne sais pas par quelle baguette magique aujourd'hui les États-Unis sont devenus la solution à notre problème. Alors, revenons un peu à l'avenir de la ville des Kolwezi, parce que vous avez dit ici, plus on se développe, moins, ou encore plus on perd la ville. Et l'histoire qu'on avait des Kolwezi est en train de partir comme ça. Alors, la question est celle de savoir qu'est-ce que les gouvernants d'aujourd'hui et nous dirons à la jeunesse de demain et par rapport à Kolwezi. Et aussi, est-ce que nous sommes sûrs que les constructions actuelles sont durables par rapport à celles d'hier qui sont détruites? Bon, c'est compliqué déjà dès le départ. Vous savez, depuis... Vous êtes quand même un journaliste de terrain et vous voyez tout le temps tout ce qui se fait. C'est ce que je voulais dire. Et je précise que votre domaine de prédilection, c'est les mines. Oui, voilà. la gouvernance des ressources naturelles. Voilà. Effectivement, j'aime être trop historique pour que nous puissions comprendre, parce que mon professeur me disait toujours, pour comprendre le présent, il faut toujours recourir dans le passé. Déjà en 1984, le Zaïre, à l'époque, contracte les programmes d'ajustement structurel, qui a réduit pratiquement les finances publiques pour essayer d'être correct face aux institutions de Bretton Woods. Et c'est là où, depuis lors, on n'aura pas un plan d'aménagement général au pays. Jusqu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va me dire le contraire, notre pays ne dispose pas d'un plan d'aménagement général. Nous tâtonnons. La preuve, nous pouvons voir sur Kolwezi ici. Vous allez voir, on vous met des poteaux ici, des lampadaires. Demain, je ne sais piqué par quelle mouche, vous venez encore vous enlever. Oh, nous voulons créer quelque chose ici. Bon, normalement, un pays, c'est la prévision. On prévoit. Gouverner, c'est prévoir. Aucun plan, même au niveau provincial, les plans, on appelle ça les PDL, les plans de... Les développements local. Oui. Là, c'est autre chose. Nous parlons d'un plan d'aménagement du territoire. Il y a les ministères d'aménagement du territoire. Normalement, on doit avoir un plan général d'aménagement. Et je vous ajoute, il y a un nouveau ministère, un nouveau portefeuille qu'on a créé. Ce n'est pas le ministère des villes, quelque chose comme ça. Un ministère national qui est géré par le ministre Liti. Hein, son nom est un peu compliqué là. Ils étaient ensemble avec le ministre Mouyaya la semaine passée au briefing à Lubumbashi.
peut-être une curiosité, c'est quoi les contenus ou la matière pour ces ministères-là? Selon l'explication du ministre lors de ce briefing, il nous a fait voir que son rôle est d'échanger avec les maires des villes pour comprendre comment ensemble on peut développer et assainir voilà, la ville. Quand on parlait du ministère de l'aménagement du territoire, qui peut être une tâche complémentaire du ministère. Oui, effectivement, là on parlait aussi d'urbanisme et habitat parmi les attributions. Voilà. Mais quand on parlait d'habitat, quand on parlait d'urbanisme, faut-il encore qu'il y ait un ministère des villes? Vous voyez que peut-être c'est gonfler un gouvernement alors que le chef de l'État est en train de veiller par tous les moyens pour la réduction du coût des institutions, du train de vie des institutions, mais on en crée d'autres qui sont, à mon sens, superfétatoires. Alors, on poursuit, on nous signale que il nous reste peu de temps et ma question est celle-ci. À l'époque, la Gécamine produisait 6 000 tonnes, c'est ça? Par mois, hein, je crois. Non, par an. Par an. 6 000 tonnes, oui, par an. Mais aujourd'hui, par jour, il y a des entreprises qui vous produisent 60 000 tonnes, c'est ça? Ou 6 000 tonnes par jour? Par jour, oui. 6 000 tonnes par jour, alors que la Gécamine en produisait par an. Et on se rend compte que la masse salariale de la Gécamine qui produisait 6 000 tonnes par an était costaud par rapport à la masse salariale de ceux qui en produisent par jour. Comment on explique cela? Non, c'est là où moi je disais que nous sommes face à un pillage. Alors que nous avons aujourd'hui, seulement au niveau du Lualaba, on peut citer 6 communes, Comus, KCC, Mutanda, Kamoa, Metalcol, bon, plusieurs entreprises comme ça, des grandes entreprises que je viens de citer là. Oui, effectivement, moi je dis c'est un pillage. Suite, je ne sais pas moi, je ne sais pas qualifier de complicité ou d'une activité des gouvernants. Non seulement des gouvernants, mais des gouvernés aussi. Parce qu'actuellement, moi je dis, suite à certaines situations où les gens cherchent peut-être leur confort, leur sécurité politique, ils ont fait que même le patriotisme qui devait nous caractériser, parce que sous d'autres cieux, on ne peut pas assister à un tel bradage de nos ressources naturelles. C'est vraiment, what we call in English a plunder, qui est en train de se faire un pillage systématique de nos minéraux où il y a à boire et à manger. Et la délocalisation, selon le principe, la délocalisation prévoit qu'on construise mieux que ce qu'on avait ou comme ce qu'on avait ailleurs, puis on nous délocalise. Mais aujourd'hui, la cité Gécamine n'existe plus. Moussonoï n'existe plus. On est en train de localiser les gens. Et aujourd'hui, c'est le centre-ville de Kolwezi qui est en train de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les travaux, par exemple, au niveau, en train de traverser là où était l'église méthodiste, on tend vers l'hôpital méthodiste. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce qui nous restera après les mines? Vous, journalistes de terrain, qu'est-ce qui nous reste après les mines? Et selon vous, quelle durée de vie donnez-vous à la grande maison de santé, le grand hôpital expérimenté, quand il y a des cas partout dans tout ce qu'on appelle grand hôpital ici à Kolwezi, tous les cas difficiles sont amenés à HPK. Quelle durée de vie donnez-vous à HPK, vu l'exploitation aujourd'hui? Mais il suffit d'aller visiter cet hôpital et vous allez fondre en larmes. Je parlais de larmes et de l'autochtone. Même si on parle de Mwengeji comme étant l'hôpital général de référence, mais beaucoup de cas
compliquées sont référées à la GECAMIN. HPK, ça veut dire Hôpital du personnel GECAMIN. Quand j'ai énuméré des cités qui ont été créées, parce que la Kolwezi a été créée essentiellement pour la gestion de minerais, à l'époque, je l'ai dit. Il n'y avait que de centres de santé. À Kapata, même ici au quartier Mutoshi, quand vous allez à la cité, c'est à la cité GECAMIN où on a créé cet hôpital du personnel. Tout le centre de santé des diverses cités devait référer leur cas au niveau des HPK. Et aujourd'hui, malgré que la GECAMIN est descendue aux enfers, cet hôpital continue à faire encore la fierté de notre ville. Mais quand vous voyez ces multinationales qui viennent, notamment Zinjing avec Comis et les autres, quand vous voyez KCC qui sont des Glencore, quand vous voyez Metalcol qui était DRG aujourd'hui à Trafigura, qu'est-ce qu'ils nous ont construit comme hôpital? Allez sur Lumumba, ici à côté de l'église méthodiste, vous trouvez quelque chose, un centre de santé pour Metalcol. Et quand ils ont des cas comme ça, c'est à l'hôpital Mama Tabita des méthodistes, là, c'est à l'HPK, peut-être à Mwangeju où ils sont affiliés. Donc des entreprises comme ça qui ne viennent que piller, mais ils ne nous laissent rien. Et même des cas de cassure d'os ou des os sont référés à Lubumbashi. Chez Delgado. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ne nous laissent rien. Même chez les Chinois ici, ils viennent avec des maisons préfabriquées, des maisons en carton, contrairement à ceux qu'ils ont trouvé des matériaux durables. Donc, vous pensez que ce sont des gens qui viennent vraiment nous aider pour le développement, comme l'a fait la Belgique en son temps, puisque tout ce que nous avons, c'est la Belgique. Vous avez posé cette question. Quand nous voyons même joli site ici, ce sont des particuliers qui essayent de se débrouiller ça et là. Il n'y a même pas un plan d'urbanisation, celui-ci construit à sa manière, celui-là. Donc, vous sentez on que c'est... On ne sait pas qui envoie les eaux où, les eaux effectivement. Pluies, les eaux qui viennent de sa maison, on les envoie où. Et même demain, quand... avec une terre sablonneuse comme celle de Kolwezi, qui est semblable à celle de Kinshasa. D'ailleurs, moi, j'ai salué l'initiative de la gouverneure Masuka, avec les ministres qui est venu dernièrement ici au Lualaba, s'agissant de cette disposition-là qui interdit les morcellements. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire-là, oui, c'était prévu par la loi foncière, mais les gens en abusent. Vous trouvez une parcelle de terre où il y a plus de 10 morcellements comme ça, tel veut construire un étage, tel... donc on ne sait pas gérer les eaux pluviales, donc c'est vraiment compliqué. Alors, nous sommes à la fin de ces programmes. Je rappelle que j'ai recevé Emmanuel Kasongo Chipeng, dit Casco. Il est reporter sans frontières et il est plus dans des questions des gouvernances minières, les gens qui parlent des mines et des développements durables chaque jour. Alors, Casco, pour terminer, ça sera ça votre conclusion. Quelle chance donnez-vous à la ville de Kolwezi, la chance d'existence, vu que chaque année qui passe, on découvre un filon quelque part? C'est vrai, je voudrais m'adresser à tous les Congolais, particulièrement les Lualabés, pourquoi pas les Kolweziens. Il n'est jamais tard pour agir. Il n'est jamais tard pour agir. C'est vrai que nous étions presque dans le sommeil et notre ville est en train de s'effriter, notre ville est en train de disparaître. Nous devons prendre notre conscience sans égard à nos provenances, sans égard, dès lors que nous sommes au Lualaba, c'est notre patrimoine commun. Nous devons lutter, nous devons nous lever pour stopper cette exploitation qui fait que nous sommes en train de perdre même notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande partie des Kolwezi qui est en train de partir comme ça. Vous allez à la cité Moussono, la cité GECAMIN, ce ne sont que des fissures. Et les gens préfèrent même qu'ils soient délocalisés parce qu'ils n'ont plus, ils ne savent plus. Oui. Soit des guerpilles. Effectivement. Parce que, même, quand si je parle de déguerpissement, parce que ce qu'on donne là par rapport à ce que prévoient les règlements miniers, les codes miniers. Puisque d'après les codes miniers, il faudra que l'homme se retrouve dans la situation plus que ce qu'il avait, donc mieux que ce qu'il avait avant. Et peut-être
indemniser aussi, parce que c'est un nouveau cadre, il faudra donner aussi quelque chose pour que la personne s'adapte. Mais ce n'est pas ce qui est fait malheureusement. Vous voyez quelqu'un qui est délocalisé comme ça, il se retrouve quand il commence avec aujourd'hui construire, ce n'est pas facile. Donc, c'est pourquoi moi je donne comme conseil que nous devons nous lever et peut-être barrer la route à ceux qui détruisent notre ville par leur exploitation irresponsable. Ça n'est donc fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. On se retrouve, on se fixe rendez-vous très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Écrivez-nous sur notre page Facebook, Eric Tshibamba, ERIC CIBAMBA, notre page Facebook, ou encore sur notre compte Twitter, @TshibambaEric. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp au numéro affiché au bas de votre écran, les plus 243 99 42 83 459. Ça a été un plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci et à la revoyure.